L'invitation est arrivée sur un carton épais, embossé de lettres dorées. Je la tenais dans mes mains, passant mon pouce sur les lettres en relief de mon propre nom. Mon nom sur un bâtiment qui sauverait des milliers de vies au cours des décennies à venir. Mon téléphone a sonné. « Chloé, ma chérie, j'ai une nouvelle merveilleuse, dit-elle avant même que je puisse dire bonjour. Mon club de jardinage bénéficie d'une visite privée de ce nouveau centre cardiaque au Sacré-Cœur. Tu sais, celui dont tout le monde parle. Un riche donateur l'a construit. Le 15 avril à 14 h. J'ai baissé les yeux sur l'invitation dans ma main. Je pensais que tu pourrais peut-être te joindre à nous. Tu travailles à l'hôpital, n'est-ce pas? Peut-être que tu pourrais expliquer tout le matériel médical aux dames. Te rendre utile. J'ai fermé les yeux. Je travaille dans un hôpital, oui. Eh bien, parfait. Oh, aimez quelque chose de joli. Ce sont des femmes importantes. Patricia Lambert sera là. Son mari possède 3 concessions automobiles. Et Sophie Martin n'a aucun lien de parenté avec toi, évidemment elle a fait un très bon mariage. Je ne veux pas que tu me mettes dans l'embarras avec ta blouse habituelle ou je ne sais quoi. Je verrai si je suis disponible, ai-je dit. Oh, ne sois pas ridicule. Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir de prévu de plus important que de soutenir ta mère? Ton frère prend toujours le temps pour les événements familiaux, et il est vice-président dans un grand cabinet de conseil. Un vrai dirigeant. Mais je suppose que tu es occupé à faire qu'est-ce que tu fais déjà? Quelque chose avec des œuvres de charité, quelque chose comme ça, ai-je dit doucement. Bon, quoi qu'il en soit, 14 h précises. Ne sois pas en retard. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai reposé le téléphone et j'ai regardé autour de moi dans mon bureau. Chef du service de chirurgie cardio-thoracique, indiquait la plaque sur mon bureau. Les murs étaient couverts de diplômes, la faculté de médecine de la Sorbonne, l'internat des hôpitaux de Paris, spécialisation en chirurgie cardiaque et transplantation. Certificat de réussite du Collège français des chirurgiens. Articles publiés dans la presse médicale, le journal de l'Association médicale française, et les archives des maladies du cœur et des vaisseaux. Et dans un coin, encadré mais tourné vers le mur pour que je n'ai pas à le regarder tous les jours, l'article de Challenge, 31h30, d'il y a 2 ans, Dr Chloé Dubois, la chirurgienne cardiaque qui révolutionne les soins cardiaques. Ma mère n'avait jamais rien vu de tout cela. Pas parce que je le lui avais caché, bien que je suppose que je ne l'avais pas vraiment mis en avant non plus, mais parce qu'elle n'avait jamais demandé. Jamais montré le moindre intérêt pour mon travail au-delà de commentaires dédaigneux sur le fait de jouer au docteur, ou d'être encore à l'école à 35 ans. Mon jeune frère, David, avait obtenu un diplôme en commerce d'une université de province et avait décroché un poste de cadre intermédiaire dans une société de conseil. Vice-président des opérations régionales, lisait-on sur son titre, bien que je sache par des connaissances communes qu'il gérait une équipe de 12 personnes et passait la plupart de son temps à créer des présentations PowerPoint. Maman le traitait comme s'il avait guéri le cancer. J'avais en réalité sauvé 2847 vies au cours de ma carrière. Je tenais le compte, comme le font certains chirurgiens. Un décompte des cœurs redémarrés, des valves remplacées, des artères pontées. J'avais été pionnière d'une nouvelle technique de réparation de la valve mitrale qui avait été adoptée par les centres cardiaques du monde entier. J'avais fait don de 14 millions d'euros de mon propre argent et gagné grâce à des honoraires de conférencière, du conseil et des investissements judicieux dans des startups de technologie médicale pour construire un centre cardiaque de pointe. Maman pensait que je travaillais dans la boutique de cadeaux d'un hôpital ou quelque chose du genre. Le pire, c'est que je l'avais laissé le penser. Chaque fois qu'elle demandait ce que je faisais, je donnais des réponses vagues, je travaille au Sacré-Cœur. Je suis dans le secteur de la santé. Je fais des trucs cardiaques. Elle comblait les vides elle-même, supposant toujours l'option la moins impressionnante. Et je ne l'avais jamais corrigée. Peut-être que je voulais voir si elle serait fière de moi quand même, si elle m'aimerait sans la validation du succès, si j'étais plus pour elle qu'une simple déception comparée à David. La réponse, sur 15 ans, avait été un non retentissant. Mon assistante, Marie, a frappé à la porte ouverte. Docteur Dubois, votre consultation de 14 h est là. Monsieur Patterson, le triple pontage. Merci, Marie. Faites-le entrer. Je me suis levé, lissant ma blouse blanche. Oh, et Marie, le club de jardinage de ma mère visite le nouveau centre samedi. Pouvez-vous vous assurer que je sois visible?
Elle a haussé un sourcil. Votre mère ne sait pas, n'est-ce pas? Non. Quoi? Que vous êtes le docteur Chloé Dubois. Le docteur Chloé Dubois. Elle a fait un geste vers le bureau. Chef de la chirurgie, donatrice majeure, la femme dont le nom est littéralement sur le bâtiment? Le sujet n'a jamais été abordé, ai-je dit. Comment cela n'a-t-il jamais été abordé? Elle n'a jamais posé les bonnes questions. Marie a secoué la tête, souriant légèrement. Ça promet d'être intéressant. Voulez-vous que j'alerte le docteur Moreau? Il adore les révélations spectaculaires. Le docteur Richard Moreau était le directeur de l'hôpital, un administrateur aux cheveux argentés qui avait été ravi lorsque j'avais accepté de donner assez d'argent pour construire un centre cardiaque de classe mondiale. Il avait voulu le nommer d'après moi, et j'avais accepté, pensant que cela pourrait enfin attirer l'attention de mes parents. Il ne l'avait jamais mentionné. Pas une seule fois. Oui, ai-je dit. Alertez Richard. Dites-lui que je veux être là pour la visite, en pleine possession de mes moyens. Oh, ça va être excellent, a dit Marie en souriant. Je vais faire du pop-corn. Le samedi est arrivé, clair et ensoleillé. Je me suis habillé avec soin ce matin-là, non pas en blouse comme maman l'avait craint, mais avec un tailleur bleu marine et un chemisier blanc. Professionnelle, puissante. Je portais mon badge d'identification de l'hôpital sur un cordon, les mots « chef du service de chirurgie cardio-thoracique » bien visibles. J'avais programmé une opération ce matin-là, un remplacement complexe de la valve aortique sur une grand-mère de 62 ans. 4 heures au bloc opératoire, chaque minute exigeant une concentration et une précision absolue. À 13h30, je terminais, convaincu que Madame Durand danserait à la quinceañera de sa petite-fille dans 6 mois. Beau travail, docteur Dubois, a dit mon interne en chirurgie alors que nous terminions. Merci, docteur Petit. Assurez-vous que sa famille sache qu'elle sera en salle de réveil pendant environ 2 heures, puis en unité de soins intensifs pour la nuit. Je passerai la voir avant de partir ce soir. Je me suis lavé les mains, j'ai enfilé mon tailleur et je suis descendu au nouveau centre d'innovation cardiovasculaire. Le bâtiment était magnifique, 3 étages de verre et d'acier, remplis de la technologie la plus récente que l'argent puisse acheter. Des salles d'opération hybrides qui combinaient la chirurgie traditionnelle avec l'imagerie avancée. Un laboratoire de cathétérisme cardiaque avec une cartographie 3D en temps réel. Des suites de convalescence qui ressemblaient plus à des chambres d'hôtel de luxe qu'à des espaces hospitaliers. Tout cela financé par mon don. Tout cela portant mon nom. Richard Moreau attendait dans le hall avec plusieurs autres administrateurs et chefs de service. Chloé, prête pour le spectacle? Aussi prête que je le serai jamais, ai-je dit. Où sont-elles? Elles ont commencé au 3e étage. Le groupe de votre mère est ici depuis environ 30 minutes, visitant les suites des patients. Elles descendront ensuite vers le hall principal, où nous ferons la présentation formelle. A-t-elle dit quelque chose? Ma mère? Les yeux de Richard pétillaient. Oh oui, beaucoup de choses, en fait. Un de mes responsables du développement l'a entendu expliquer au groupe que sa fille travaille quelque part à l'hôpital et fait quelque chose de médical, mais que son fils est la vraie réussite, un vice-président dans un grand cabinet de conseil. J'ai grimacé. Elle a dit ça devant le personnel? Devant tout le monde? Patricia, notre directrice du développement, a failli s'étouffer avec son café. Elle a dû s'excuser. J'aurais dû le lui dire il y a des années, ai-je dit doucement. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Je voulais voir si elle serait fière de moi sans les diplômes, sans les titres. Si elle m'apprécierait juste pour être sa fille. L'expression de Richard s'adoucit. Et maintenant, je sais. Des voix résonnaient depuis l'atrium du 2e étage. Le club de jardinage descendait le grand escalier, un groupe de femmes bien habillées dans la soixantaine, s'extasiant devant l'architecture. Ma mère était au centre, portant un tailleur couleur crème et des perles, tenant la cour comme une reine. J'ai reconnu quelques visages de mon enfance, Madame Lambert, qui avait toujours été gentille avec moi, Sophie Martin, sans lien de parenté, qui avait épousé un dirigeant du secteur technologique et ne laissait personne l'oublier, Suzanne Fournier, qui était allée au lycée avec ma mère et qui, d'une manière ou d'une autre, la tolérait encore. Les suites cardiaques sont tout simplement magnifiques, disait maman. Bien sûr, je ne comprends pas tout l'équipement médical, mais je suis sûr que c'est très avancé.
Ma fille travaille ici, vous savez. Elle pourrait probablement tout expliquer, mais elle est terriblement occupée. Toujours en train de travailler. Pas de temps pour une vie personnelle, malheureusement. Que fait-elle ici? A demandé Madame Lambert. Maman a fait un geste vague de la main. Oh, quelque chose avec les cœurs. Du bénévolat, je pense. Elle a toujours été très généreuse, très compatissante. Pas ambitieuse comme son frère, mais douce. David, c'est mon fils, il est vice-président dans un grand cabinet de conseil. Un poste très important. Il envisage en fait plusieurs opportunités de direction dans des entreprises du CAC 40. J'ai senti Richard se tendre à côté de moi. Dois-je intervenir, a-t-il chuchoté. Pas encore, ai-je dit. Laissez-la finir. Le groupe a atteint le rez-de-chaussée et s'est engagé dans le couloir central. Les murs étaient bordés de plaques de reconnaissance des donateurs, des contributions plus modestes de 10 000, 25 000, 50 000 euros. Les femmes se sont arrêtées pour lire les noms, commentant des connaissances mutuelles. Puis elles ont atteint le bout du couloir. Le mur s'ouvrait sur un grand atrium, la lumière du soleil entrant à flot par des fenêtres allant du sol au plafond. Et là, gravé dans le mur de marbre en lettres de 60 cm de haut, Centre d'innovation cardiovasculaire Dubois. En dessous, une plaque de bronze, dédiée avec gratitude au docteur Chloé Dubois, dont la vision, l'expertise et la générosité ont rendu cet établissement possible. Son don de 14 millions d'euros et son leadership en tant que chef du service de chirurgie cardio-thoracique garantissent que le Sacré-Cœur reste à la pointe des soins cardiaques. Les femmes se sont arrêtées, ont relu la plaque. Sophie Martin a parlé la première. Diane, est-ce que c'est ta fille? Ma mère a ri. A littéralement ri. Chloé? Oh, bien sûr que non. Elle n'a pas ce genre d'argent. Ce doit être un autre docteur Dubois. Un nom courant. Mais il est écrit Chloé, a dit Madame Lambert doucement, en montrant du doigt. Coïncidence, a dit maman fermement. Ma Chloé est douce, mais elle n'est pas, je veux dire, 14 millions d'euros. Elle conduit une Renault vieille de 10 ans. Elle loue un appartement. Si elle avait ce genre d'argent, elle l'aurait mentionné. L'aurait-elle fait, a demandé Madame Fournier, sur un ton pointu. Le sourire de maman s'est effacé. Eh bien, oui, bien sûr. Nous sommes très proches. Elle me dit tout. J'ai fait un pas en avant depuis l'endroit où je me tenais à l'entrée du hall. Mes pas ont résonné sur le sol en marbre. Bonjour, maman. Elle s'est retournée. Ses yeux se sont écarquillés en voyant mon tailleur, mon badge, l'autorité professionnelle de ma posture. Chloé. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu travaillais aujourd'hui. C'était le cas, ai-je dit. Je viens de terminer un remplacement de valve aortique de 4 heures. Tout s'est parfaitement déroulé. Madame Durand devrait se rétablir complètement. Les femmes du club de jardinage nous regardaient, l'une après l'autre, la confusion et une prise de conscience naissante traversant leur visage. Tu as opéré, a dit maman d'une voix faible. Je suis chirurgienne cardiaque, ai-je dit simplement. Chef du service de chirurgie cardio-thoracique, en fait. Je suis chef de service depuis 3 ans. Richard Moreau s'est avancé, tendant la main à ma mère. Madame Dubois, je suis le docteur Richard Moreau, directeur de l'hôpital. Vous devez être si fière de votre fille. Elle est l'une des chirurgiennes cardiaques les plus accomplies du pays. Nous sommes honorés de la voir ici au Sacré-Cœur. Maman lui a serré la main automatiquement, son expression vide. Oui, bien sûr. Et ce don généreux, a poursuivi Richard, en désignant la plaque. 14 millions d'euros pour construire ce centre, combiné à l'expertise chirurgicale du docteur Dubois et à ses innovations en matière de procédures cardiaques minimalement invasives. Le Sacré-Cœur est désormais un hôpital de référence pour les soins cardiaques. Des patients viennent de tout le pays pour être traités par votre fille. 14 millions d'euros, a répété maman d'une voix faible. La plaque ne mentionne pas ses autres contributions, a dit Richard, s'échauffant. Il appréciait le moment, je m'en rendais compte. Le docteur Dubois a également financé notre programme de bourse de recherche en cardiologie 4,5 millions d'euros supplémentaires. Elle siège au conseil d'administration. Elle a publié 47 articles dans des revues à comité de lecture. Elle a formé plus de 60 chirurgiens cardiaques,
dont beaucoup dirigent maintenant des programmes dans d'autres grands hôpitaux. Madame Lambert rayonnait. Diane, c'est merveilleux. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que ta fille était le docteur Chloé Dubois? J'ai lu un article sur elle dans le journal. Elle a sauvé la vie du député Moreau l'année dernière, le triple pontage d'urgence. C'était vous, m'a demandé Sophie Martin, sont-on complètement différents maintenant? Respectueux, impressionné. Oui, ai-je dit simplement. Et le nouveau programme de cardiologie pédiatrique, a ajouté Madame Fournier. Celui dont on a parlé aux informations, qui sauve les bébés atteints de malformations cardiaques congénitales? Le docteur Dubois a fondé ce programme, a dit Richard. Elle réalise les interventions elle-même. 17 réparations cardiaques infantiles réussies cette année seulement. Taux de mortalité nul. Les femmes me regardaient avec une admiration non dissimulée. Ma mère me regardait comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Je ne comprends pas, a dit maman, sa voix à peine plus qu'un murmure. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je te l'ai dit, ai-je répondu doucement. Tu m'as demandé ce que je faisais, et j'ai dit que je travaillais au Sacré-Cœur. Tu m'as demandé quel genre de travail, et j'ai dit de la chirurgie cardiaque. Tu as simplement supposé que c'était quelque chose de petit, sans importance. Mais 14 millions d'euros, où as-tu trouvé cet argent? Je suis une chirurgienne hautement spécialisée, ai-je dit. Je suis consultante pour des entreprises de dispositifs médicaux. J'ai développé des techniques chirurgicales qui sont brevetées à l'international. Je donne des conférences dans des congrès médicaux du monde entier. J'ai fait de bons investissements. Je vis modestement parce que je n'ai pas besoin de grand-chose, et je préfère investir dans la santé plutôt que dans des voitures de luxe. Ton appartement, a dit maman. Tu as dit que tu étais locataire. Je possède un appartement à Neuilly-sur-Seine, ai-je dit. Il est loué. L'appartement où je vis est plus proche de l'hôpital, pour que je puisse répondre rapidement aux urgences. La chirurgie cardiaque ne respecte pas les horaires de bureau. Madame Lambert a touché le bras de ma mère. Diane, tu dois être incroyablement fière. Le visage de ma mère s'est décomposé. Non pas de fierté, mais de honte. J'aurais dû savoir, a-t-elle murmuré. J'aurais dû demander. J'aurais dû, oh mon Dieu, Chloé, qu'ai-je fait? Les autres femmes ont échangé des regards gênés. La visite agréable s'était transformée très rapidement en drame familial. Richard, que Dieu le bénisse, est intervenu avec tact. Mesdames, si vous voulez bien me suivre, j'aimerais vous montrer notre salle d'opération hybride. C'est l'une des 12 seules du pays à disposer de cette technologie d'imagerie particulière. Docteur Dubois, nous feriez-vous les honneurs? Je les ai guidés à travers le centre, expliquant la technologie en des termes qu'elles pouvaient comprendre, leur montrant les salles d'opération où j'avais réalisé plus de 2800 interventions réussies. L'unité de soins intensifs où mes patients se rétablissaient sous la surveillance attentive d'infirmières que j'avais personnellement formées, les laboratoires de recherche où nous développions de nouveaux traitements pour les maladies cardiaques. Ma mère n'a pas dit un mot. Elle s'est contentée de suivre, le visage pâle, sa confiance habituelle complètement anéantie. Quand la visite s'est terminée, les autres femmes m'ont remercié chaleureusement, ont demandé des cartes de visite, que je n'avais pas, Marie recevrait cependant quelques appels lundi, et ont promis de faire connaître l'incroyable programme cardiaque du Sacré-Cœur. Seule ma mère est restée dans le hall pendant que les autres se dirigeaient vers leur voiture. Chloé, a-t-elle dit, pouvons-nous parler? Je dois voir Madame Durand, ai-je dit. Ma patiente en post-opératoire. S'il te plaît. Juste 5 minutes. J'ai hoché la tête et les conduite dans une salle de consultation tranquille. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre, de la même manière que je m'étais assise avec des centaines de familles, pour annoncer des nouvelles, bonnes comme mauvaises. Je suis désolée, a dit maman immédiatement. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. J'aurais dû savoir, mais je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir, ai-je dit doucement. Chaque fois que j'essayais de te parler de mon travail, tu changeais de sujet. Tu posais une question, puis tu te mettais à parler de la dernière promotion ou réussite de David. Tu faisais des suppositions sur ma vie et tu ne prenais jamais la peine de les vérifier. J'avais tort, a-t-elle dit, les larmes coulant maintenant sur son visage. J'avais tellement tort. Je pensais que parce que tu n'étais pas comme David, parce que tu n'étais pas bruyante et sûre de toi et toujours en train de parler de ton succès,
que tu ne devais pas avoir de succès. Je pensais que le silence signifiait l'échec. Le silence signifiait la concentration, ai-je dit. Je ne parlais pas de mon travail parce que j'étais trop occupé à le faire. À sauver des vies, à construire une carrière, à faire une différence. Et David, a-t-elle demandé d'une voix faible. J'aurais pu être cruel. J'aurais pu lui dire que la vice-présidence de David était un poste de cadre intermédiaire, que son équipe était petite, que son salaire était inférieur à ma prime d'assurance responsabilité professionnelle. Mais je ne l'ai pas fait. David réussit aussi, ai-je dit, à sa manière. Il est bon dans son travail. Mais tu l'as transformé en quelque chose qu'il n'est pas parce que tu avais besoin qu'un de tes enfants soit impressionnant. Tu avais besoin de quelqu'un dont tu pouvais te vanter auprès de tes amis. Ce n'est pas juste, a-t-elle protesté faiblement. Vraiment? Combien de fois as-tu présenté David comme un vice-président? Combien de fois as-tu mentionné ses réussites à ton club de jardinage? Et comment m'as-tu présenté aujourd'hui? Quelque chose avec des œuvres de charité. Pas ambitieuse comme son frère. Douce mais occupée. Elle a tressailli à chaque citation. Je t'ai entendu, maman. Dans le couloir, en train de dire à tes amis que je ne pouvais pas être le docteur Dubois qui a fait un don de 14 millions d'euros, que je n'avais pas ce genre d'argent, que ce devait être une coïncidence. Je ne voulais pas dire. Tu as ri, ai-je dit, ma voix se brisant légèrement malgré mes efforts pour rester calme. Tu as ri à l'idée que je puisse avoir assez de succès pour me permettre cela. Ta propre fille. Et tu as ri. Elle a enfoui son visage dans ses mains, ses épaules secouées par les sanglots. J'aurais dû me sentir satisfaite, vengée. C'était le moment que j'avais imaginé, le moment où elle réaliserait ce qu'elle avait manqué, ce qu'elle avait dédaigné. Mais je me sentais juste fatigué. Je voulais que tu sois fier de moi, ai-je dit doucement. Pas pour l'argent ou les titres ou la reconnaissance. Juste fier de moi, Chloé. Ta fille. La personne que je suis, pas ce que j'ai accompli. Je suis fier, a-t-elle dit à travers ses larmes. Je suis si fier. Tu sauves des vies. Tu as construit ce centre incroyable. Tu es brillante, accomplie et extraordinaire. Mais tu n'étais pas fière hier, ai-je dit. Hier, j'étais une source d'embarras. Quelqu'un pour qui tu t'excusais auprès de tes amis. La fille décevante qui n'avait rien fait de sa vie. Ce n'est pas vrai. Maman, c'est vrai, et nous le savons toutes les deux. Elle a levé les yeux vers moi, le mascara coulant, les perles de travers. Comment puis-je arranger ça? Je ne sais pas si tu le peux, ai-je dit honnêtement. Ce n'est pas quelque chose que tu peux arranger avec des excuses ou un grand geste. Ce sont 15 ans de mépris, de suppositions, de choix des petites victoires de David au détriment des miennes, silencieuses. S'il te plaît, a-t-elle murmuré, dis-moi quoi faire. Je me suis levé. Commence par poser des questions. De vraies questions. Pas sur mon revenu ou mes titres, mais sur mon travail, sur ce qui me tient à cœur, sur qui je suis. Et ensuite, écoute vraiment les réponses. Viendras-tu dîner, a-t-elle demandé. La semaine prochaine? Toi et David, tous les deux. J'ai besoin de faire mieux. J'y réfléchirai, ai-je dit. Pour l'instant, j'ai une patiente à voir. Je l'ai laissée là et je suis allé à l'unité de soins intensifs. Madame Durand était réveillée, somnolente mais stable. Sa fille était assise à côté du lit, lui tenant la main. Docteur Dubois, a dit la fille en se levant. Merci. Merci beaucoup. L'infirmière a dit que l'opération s'était parfaitement déroulée. C'est le cas, l'ai-je assuré. Le cœur de votre mère est solide. Elle sera de retour à la maison dans quelques jours. Nous avions si peur, a dit la fille. Mais tout le monde ici, ils ont tous dit que vous étiez la meilleure. Que si quelqu'un pouvait la sauver, c'était vous. J'ai souri. Elle s'est sauvée elle-même en venant quand elle l'a fait. Je n'ai fait qu'aider un peu son cœur. En quittant l'unité de soins intensifs, Marie m'a rattrapé. Comment ça s'est passé avec votre mère? Aussi bien que possible, ai-je dit. Y a-t-il quelque chose d'urgent? 3 consultations pour lundi, 2 candidats potentiels à la chirurgie, et quelqu'un de challenge à appeler. Ils veulent faire un article de suivi sur le nouveau centre cardiaque. Demandez-leur d'appeler Richard, ai-je dit.
Il adore ce genre de choses. Compris. Et docteur Dubois, pour ce que ça vaut, les amis du club de jardinage de votre mère appellent depuis cet après-midi. Apparemment, la nouvelle se répand. Vous allez être le sujet de conversation du circuit social de Neuilly-sur-Seine. Génial, ai-je dit sèchement. Exactement ce que j'ai toujours voulu. Mais Marie a souri. Peut-être que maintenant, votre mère arrêtera de vous présenter comme quelque chose avec des œuvres de charité. Peut-être, ai-je dit. Ce soir-là, j'étais assise dans mon petit appartement près de l'hôpital, regardant les lumières de la ville. Mon téléphone a vibré. Un texto. David, maman m'a appelé, en pleurs. Que s'est-il passé? Moi, elle a découvert ce que je fais vraiment dans la vie. David, c'est-à-dire? Je lui ai envoyé un lien vers le site web du Sacré-Cœur, plus précisément, la page sur le Centre d'innovation cardiovasculaire du Bois. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. David, Aumont-tu est ce docteur Dubois? Celui dont tout le monde parle? Moi, oui. David, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Moi, j'ai essayé. Vous n'écoutiez pas. D'autres points. Puis. David, je suis désolé. Je n'en avais aucune idée. Je pensais que tu étais, genre, une infirmière ou quelque chose comme ça. Peut-être une aide-soignante. Moi, je sais ce que tu pensais, David. David, pour ce que ça vaut, c'est incroyable. Ce que tu as construit, ce que tu as accompli. Je suis vraiment fier de toi, Serette. J'ai fixé le message. Était-il fier? Ou était-il simplement en train de se réajuster maintenant qu'il savait que j'avais plus de succès que lui? Moi, merci. Comment ça va au cabinet? David, bien. Occupé. Rien à voir avec sauver des vies, évidemment. C'est extraordinaire, ce que tu fais. Moi, tu fais du bon travail aussi, David. David, oui, mais je ne suis pas toi. Le texto suivant est arrivé 5 minutes plus tard. David, maman veut qu'on dîne. Nous deux. Samedi prochain. Viendras-tu? Moi, j'y réfléchirai. Je ne me suis pas engagé. Je n'étais pas prête. Une partie de moi voulait les punir, les laisser mariner dans l'inconfort de réaliser qu'ils m'avaient méprisé pendant 15 ans. Une partie de moi voulait être la plus sage, pardonner et aller de l'avant. Surtout, j'étais juste épuisé. Lundi, l'hôpital était en effervescence. Apparemment, le club de jardinage de ma mère avait fait passer le mot, et soudain, toute la société parisienne savait que le docteur Chloé Dubois, la chirurgienne cardiaque dont ils avaient lu le nom dans les journaux, était la fille de Diane Dubois. La fille que Diane n'avait jamais mentionnée. La fille qu'elle avait qualifiée de « travaillant quelque part dans la santé ». Mon téléphone a sonné toute la journée, de vieux amis de la famille appelant pour me féliciter, des parents éloignés qui se souvenaient soudainement de mon existence, des gens que maman connaissait de l'église, de son club de lecture, du tennis. J'ai laissé la plupart des appels aller sur la messagerie vocale. Mercredi soir, maman s'est présentée à l'hôpital. Marie m'a appelé de l'accueil. Docteur Dubois, votre mère est ici. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle dit que c'est important. J'ai fermé les yeux. Faites-la monter à mon bureau. Elle est arrivée 5 minutes plus tard, portant une petite boîte. Elle semblait plus âgée, en quelque sorte, plus fragile qu'elle ne l'avait paru samedi. Merci de me recevoir, a-t-elle dit doucement. J'ai 15 minutes avant ma prochaine consultation, ai-je dit. Que puis-je faire pour toi, maman? Elle a posé la boîte sur mon bureau. J'ai regardé de vieilles photos, de vieux souvenirs. J'ai trouvé ça et j'ai pensé que tu devrais les avoir. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait des photos de moi, de l'enfance et de l'adolescence, moi en toge de fin de lycée, tenant ma médaille de major de promotion, moi le premier jour à l'université, moi en blouse blanche à l'orientation de la faculté de médecine. Et sous les photos, un dossier. Je l'ai ouvert et j'y ai trouvé tous les bulletins scolaires que j'avais jamais reçus, chaque prix de réussite, chaque certificat d'excellence. J'ai tout gardé, a dit maman. Chaque bulletin qui disait l'élève exceptionnel, chaque professeur qui disait que tu étais doué, chaque prix que tu as gagné. J'ai tout gardé. Mais tu ne l'as jamais mentionné, ai-je dit doucement.
Non, a-t-elle admis. Je ne l'ai pas fait. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Pourquoi je t'ai rabaissé? Pourquoi j'ai encensé David et t'ai dévalorisé? Pourquoi je t'ai fait sentir que tu devais cacher qui tu étais? Et elle s'est assise lourdement. Je pense que j'avais peur de toi. Depuis que tu es petite, tu étais si concentrée, si déterminée. Tu savais exactement ce que tu voulais, et tu le poursuivais avec cette intensité tranquille qui me terrifiait. David était facile. Il voulait de l'approbation, alors je la lui ai donnée. Il voulait de l'attention, alors je l'ai comblée. Il avait besoin de moi. Et moi non, ai-je demandé. Tu ne semblais pas en avoir besoin. Tu étais toujours si indépendante, si autonome. J'ai pensé que tu n'avais pas besoin de moi, alors je me suis concentré sur David à la place. Et au fil des ans, c'est devenu une habitude, une narration. David était ma réussite. Tu étais je ne sais même pas. La mystérieuse. La silencieuse. La décevante, ai-je dit. Elle a tressailli. Oui. Et je suis tellement, tellement désolé. Parce que tu n'es pas décevante. Tu es extraordinaire. Tu es tout ce qu'une mère pourrait espérer, et j'étais trop aveugle pour le voir. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi me dis-tu cela maintenant? Parce que j'ai réalisé quelque chose samedi, a-t-elle dit. Quand j'étais dans ce hall, à lire ton nom sur ce mur, j'ai réalisé que je ne te connais pas. Ma propre fille. Je ne sais pas ce qui te rend heureuse, ou ce dont tu rêves, ou ce qui te fait peur. Je connais la surface, tu es chirurgienne, tu sauves des vies, tu es brillante mais je ne te connais pas toi. Non, ai-je acquiescé doucement. Tu ne me connais pas. J'aimerais, a-t-elle dit. Si tu me le permets. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que j'ai eu 35 ans pour demander, et je ne l'ai pas fait. Mais je demande maintenant. Me laisseras-tu te connaître? J'ai regardé cette femme qui m'avait donné naissance, m'avait élevé, et avait en quelque sorte manqué tout ce qui comptait. Cette femme qui m'avait encouragé enfant, et m'avait rabaissé adulte. Cette femme qui était ma mère, pour le meilleur et pour le pire. Ça va prendre du temps, ai-je dit finalement. Beaucoup de temps. Et je ne peux pas promettre que je pardonnerai tout. Certaines choses font trop mal pour un pardon facile. Je comprends, a-t-elle dit. J'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. Le dîner de samedi, ai-je dit. Je viendrai. Mais maman, si c'est juste pour m'exhiber à tes amis maintenant que tu sais que j'ai du succès. Ce n'est pas ça, a-t-elle interrompu. Je le promets. C'est pour essayer d'être la mère que tu méritais depuis le début. Je ne peux pas effacer le passé, mais peut-être que je peux faire mieux à l'avenir. Elle est partie, et je suis resté assise dans mon bureau, regardant les vieilles photos. Me voilà, à 8 ans, rayonnante avec mon ruban de l'exposition scientifique. À 12 ans, tenant mon premier manuel de biologie. À 16 ans, sérieuse et concentrée devant une paillasse de laboratoire de chimie. Cette fille savait exactement qui elle voulait être, et elle était devenue cette personne malgré une famille qui ne l'avait pas vue, ne l'avait pas valorisée, n'avait pas compris sa détermination tranquille. Le samedi est arrivé. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents à Neuilly-sur-Seine. La maison où j'avais grandi, mais où je ne m'étais jamais vraiment senti chez moi. La voiture de David était déjà dans l'allée, une BMW, je le savais, parce qu'il en avait parlé à tout le monde. J'ai garé ma Renault et je me suis dirigé vers la porte. Avant que je puisse frapper, elle s'est ouverte. Chloé, a dit papa. Il était resté silencieux pendant tout cela, laissant maman parler. Entre. La table de la salle à manger était mise simplement. Pas de porcelaine fine, pas d'étalage ostentatoire, juste des assiettes, des verres et un poulet rôti. David s'est levé quand je suis entré. Salut, sœurette. David. Nous nous sommes assis. Maman a apporté la nourriture. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Puis papa s'est éclairci la gorge. Ta mère m'a tout raconté. Sur samedi, sur la façon dont nous t'avons traité au fil des ans. Chloé, je te dois des excuses aussi. J'ai été tellement concentré sur les réussites de David que je ne me suis jamais arrêté pour connaître les tiennes. Tu es vice-président, ai-je dit à David, sur un ton neutre, dans un grand cabinet de conseil. C'est une réussite.
Tu devrais être fier. Je gère une équipe de 12 personnes, a dit David doucement. Je fais des présentations, je gère des budgets et je coordonne des projets. C'est du bon travail, un travail important, mais ce n'est pas sauver des vies. Ce n'est pas changer la médecine. Ce n'est pas ce que tu fais. Un travail différent, ai-je dit. Pas un travail inférieur. Mais tu nous as laissé penser que tu étais plus impressionnante que tu ne le es, a dit maman doucement. Tu as protégé les sentiments de David, les miens, et ceux de ton père, en gardant le silence sur ton propre succès. Je voulais que vous m'appréciiez sans cela, ai-je dit simplement. Je voulais être suffisante juste en tant que Chloé. Pas en tant que docteur Dubois ou chef de service ou la femme qui a donné 14 millions d'euros. Juste moi. Tu as toujours été suffisante, a dit papa, sa voix rauque d'émotion. Nous étions juste trop stupides pour le voir. Alors, raconte-nous, a dit maman. Raconte-nous ton travail. Pas les parties impressionnantes, bien que nous voulions les entendre aussi. Mais raconte-nous ce que tu aimes, ce qui te passionne, ce qui te fait te lever le matin. J'ai regardé autour de la table, mes parents, humbles pour peut-être la première fois de leur vie. David, sincèrement intéressé plutôt que compétitif. J'aime le moment où un cœur recommence à battre, ai-je dit lentement. Après une opération, après que nous ayons réparé les dégâts, il y a ce moment où nous redémarrons le cœur et il bat fort et régulièrement. Et vous savez que cette personne va se réveiller, va vivre, va rentrer chez elle auprès de sa famille. C'est ça qui me fait me lever le matin. Parle-nous de Madame Durand, a dit maman. La patiente de samedi. Alors, je l'ai fait. Je leur ai parlé de la grand-mère atteinte d'une sténose aortique sévère, de l'opération délicate, du soulagement sur le visage de sa fille. Je leur ai parlé du programme de cardiologie pédiatrique, de minuscules bébés nés avec des trous dans le cœur que je pouvais renvoyer chez eux en bonne santé. Je leur ai parlé de mes recherches sur les procédures minimalement invasives qui faciliteraient la convalescence des patients. J'ai parlé pendant 1 heure. Ils ont écouté, vraiment écouté, posant des questions qui montraient qu'ils étaient impliqués, intéressés, qu'ils essayaient de comprendre. Quand j'ai finalement terminé, maman a dit « Je t'ai cherché sur Google. » Après samedi. J'ai trouvé tes publications, tes présentations, les prix. Il y a tellement de choses que je ne savais pas. Tu aurais pu demander n'importe quand, ai-je dit. Je sais. Et j'aurais dû. Chloé, j'ai passé 15 ans à construire une histoire dans ma tête sur qui tu étais, et cette histoire était fausse. Complètement fausse. Et je suis désolé. Je suis désolé aussi, a dit David. Pour avoir été suffisant à propos de mon travail, pour avoir agi avec supériorité, pour ne pas avoir vu à quel point tu es extraordinaire. Vous n'allez pas devenir une famille différente du jour au lendemain, ai-je dit. Cela ne règle pas tout en une nuit. Nous le savons, a dit papa, mais nous aimerions essayer, de faire mieux, de te connaître vraiment. Je les ai regardés, vraiment regardés. Des personnes imparfaites qui avaient fait de terribles suppositions, qui m'avaient blessé par leur négligence et leur mépris, mais aussi des personnes qui, du moins à ce moment-là, essayaient sincèrement. D'accord, ai-je dit. Nous pouvons essayer. Le dîner s'est terminé vers 21 heures. Au moment de partir, David m'a accompagné à ma voiture. J'ai appelé le cabinet lundi, a-t-il dit. Je leur ai dit que je devais réduire mes heures. Je travaillais 60 heures par semaine pour essayer de prouver quelque chose, mais je ne sais même pas quoi. Pour impressionner maman et papa, je suppose. Tu n'as rien à prouver, ai-je dit. Toi non plus, a-t-il fait remarquer. Mais nous avons tous les deux passé des années à essayer quand même. C'est juste. Je suis fier de toi, a-t-il dit. Vraiment fier. Et je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour le dire. Je suis fier de toi aussi, ai-je dit. Tu es bon dans ce que tu fais. Tu améliores le fonctionnement des entreprises. C'est important. Pas autant que de sauver des vies. Un impact différent, ai-je dit. Il m'a prise dans ses bras alors, rapidement et maladroitement. Merci de nous donner une autre chance. J'ai conduit jusqu'à chez moi en pensant aux secondes chances, aux familles, à leurs défauts et aux calculs compliqués du pardon, à la question de savoir si les gens pouvaient vraiment changer ou s'ils apprenaient simplement à jouer le changement de manière convaincante. Le temps le dirait. Lundi, Marie m'a tendu une pile de messages. Votre mère a appelé 3 fois,
juste pour discuter, a-t-elle dit. Et quelqu'un du Figaro veut vous interviewer sur le centre cardiaque. Et la fille de Madame Durand a envoyé des fleurs. J'ai regardé les messages, la preuve d'une vie bien remplie malgré une famille qui ne l'avait pas vue. Rappelle le Figaro, ai-je dit. Fixe l'interview. Et appelle ma mère. Dis-lui que je l'appellerai ce soir après ma tournée. Vraiment, a demandé Marie, surprise. Vraiment, ai-je dit. Nous essayons quelque chose de nouveau. Nous nous parlons vraiment. Quelle modernité, a dit Marie sèchement. J'ai ri et je suis allé voir mes patients. Madame Durand sortait de l'hôpital, en bonne santé et forte. Une nouvelle admission nécessitait un pontage d'urgence. Un patient en post-opératoire se rétablissait magnifiquement. Des vies sauvées, des cœurs guéris, un travail qui comptait. Et maintenant, enfin, une famille qui pourrait peut-être comprendre. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était un début. Et parfois, un début, c'est tout.